Bonjour, je m'appelle Guy Coderre, je travaille comme enseignant au Centre national de formation en traitement de l'eau. Je vais vous présenter notre conférence qu'on a donnée cette semaine à Americana concernant la vulnérabilité des stations de purification de l'eau de la région de Montréal en cas de déversement d'hydrocarbures. Dans un premier temps, je vais vous parler un peu du mémoire qu'on a déposé il y a presque un an de ça par rapport au projet d'Oléoduc Énergie S. On nous voit ici, nous, le personnel enseignant, qui avons signé ce mémoire-là au Centre national de formation en traitement de l'eau. Notre institution elle a le mandat de former les opérateurs d'usines d'eau partout au Québec. Le projet d'Oléoduc Énergie S au Québec, en fait, c'est un parcours de 650 km où il y aura 860 cours d'eau à traverser. Le projet Énergie S, s'il se réalise, ce serait le plus gros pipeline d'Amérique, le plus long, le plus toxique aussi, parce qu'on va voir que pour nos prises d'eau, le bitume dilué est plus problématique qu'un pétrole conventionnel. Et en fait, aussi sur le pire des tracés imaginables, le long de la rivière des Outaouais, ainsi que tout le long du fleuve jusqu'à Rivière-du-Loup. Énergie-Est aussi, c'est pas un pipeline comme les autres. À lui seul, il représenterait 90% du flux volumique en pétrole qui circulerait le long du fleuve Saint-Laurent. Ici, on aperçoit la propagation estimée d'un panache d'un déversement dans la rivière des Outaouais. Ça a été fait par le groupe Savaria Expert Conseil. Ça a été remis dans le cadre des audiences publiques de la Commission métropolitaine de Montréal sur le projet de l'Oléoduc Énergie S. Selon leurs estimés, les 26 stations de purification d'eau de la région montréalaise pourraient être touchées dans un délai d'environ 12 heures en advenant un déversement dans la rivière des Outaouais à la hauteur de Rigaud, en fait, là, où on prévoit la traversée du pipeline là, à proximité de la région montréalaise. Un tel déversement pourrait toucher jusqu'à 3 millions d'habitants. Au Québec, le long du parcours de l'Oléoduc, sur les bords du fleuve Saint-Laurent, il y a beaucoup de facteurs géotechniques additionnels de risque, à savoir que c'est une zone de glissement de terrain, particulièrement à la rive nord du fleuve Saint-Laurent, que ça peut amener ça de l'instabilité des berges, aussi les débits élevés qu'on peut retrouver sur ces rivières-là à grand déploiement, que bien que ce soit des situations exceptionnelles, on a eu au Québec déjà des ruptures de barrages qui sont survenues lors du déluge au lac Saint-Jean, on se rappellera, en 1996. Et encore d'autres cas exceptionnels, mais que, somme toute, quand même, la vallée du Saint-Laurent, c'est une zone de tremblement de terre. Donc, tous ces facteurs de risque-là additionnels posent une menace supplémentaire pour le tracé de l'oléoduc au Québec. Dans notre mémoire qu'on avait déposée aussi, on relevait le fait que les rivières sont à haut risque de traverse au Québec aussi parce que c'est des rivières à grand débit. Ici au Québec, c'est un réseau hydrographique très développé comparé dans l'Ouest canadien. Ici, on voit ce qui est arrivé dans la rivière Yellowstone en janvier 2015, suite à de déplacements de sol qui recouvraient le pipeline Poplart. Il y a eu de l'érosion et le pipeline a été fissuré, a été grugé. Ça a amené le déversement de 120 000 litres dans la rivière Yellowstone et ça a contaminé la source d'eau de la ville de Glendive en aval. Ça a amené le déversement dans l'eau, en fait, une concentration élevée en benzène. On le voit ici, les équipes en train de travailler, tenter de récupérer le pétrole qui, évidemment, est sous la glace dans ce cas-là. Ils ont creusé, ils ont fait une tranchée le long de la rivière pour essayer d'intercepter le pétrole. Évidemment, c'est des manœuvres qui sont beaucoup plus difficiles en hiver. On conçoit bien ça. Ça augmente aussi le niveau de difficulté pour la mise en place des plans de mesure d'urgence. Ici, on est au village de Glendive, donc ils ont eu à mettre en place un plan de mesure d'urgence, à savoir la distribution d'eau embouteillée, et ils ont également procédé au curage du réseau. La population a été privée d'eau potable pendant près d'une semaine. Un événement au Québec s'est produit il y a 3 ans de ça. Évidemment, la tragédie ferroviaire du lac Mégantic, on s'en rappellera, avait déversé 100 000 litres
de pétrole dans le lac mégantic, mais finalement dans la rivière Chaudière en aval. Et ça avait amené la fermeture des prises d'eau à Saint-Georges, Sainte-Marie et Lévis sur la rivière Chaudière pendant une période de 74 jours. On aperçoit ici la situation géographique du lac mégantic, puis à 80 km en aval, Saint-Georges, ensuite Sainte-Marie, puis plus loin à 180 au fleuve, la ville de Lévis. À Saint-Georges-de-Beauce, au barrage Sartignan, ils ont installé des estacades afin de protéger la prise d'eau. On aperçoit quelqu'un aussi qui travaille avec, à l'aide d'un écumoire et des boudins absorbants pour tenter de récupérer le plus d'hydrocarbures possible. Les teneurs résiduelles en hydrocarbures en C10, C50 qui ont été enregistrées à Saint-Georges pendant cette période-là, pendant les 2 premières semaines, étaient avoisinantes d'environ 1 à 2 mg par litre. Plus loin, à Lévis, ils ont eu recours à l'installation de 3 conduites temporaires pour alimenter les secteurs touchés. Sur notre droite, on voit la conduite d'eau brute qui a été installée depuis la rivière Bocage, une conduite de 2 km pour rejoindre le puits d'eau brute de la station d'eau de Charny. Et ils ont également eu recours à l'installation de 2 conduites de surface pour alimenter en eau traitée 2 secteurs qui auraient eu sinon des problèmes, ceux de Saint-Romuald et de Charny, encore une fois. Le maire de Lévis, lors des audiences qui ont été tenues l'an dernier dans le cadre du projet d'oléoduc Énergie-Est, dans les audiences pour le BAP, a réclamé la construction de 3 prises d'eau brute additionnelles pour ces 3 usines, advenant le cas de l'implantation de l'oléoduc. La facture de ces 3 conduites-là s'élèverait à plus de 70 millions de dollars. Un autre incident relié avec les hydrocarbures et les centrales d'eau, on se rappellera, à Longueuil, en 2015, il y a eu une légère infiltration de diesel dans le puits d'eau brute. Le diesel a traversé les étapes de la chaîne de traitement et a contaminé le réseau d'aqueduc de la municipalité. Ce sont des résidents sur le réseau qui ont alerté les autorités que leur eau goûtait et sentait pas de façon convenable. Et donc, la ville a émis un avis de non-consommation qui a duré 3 jours et elle a procédé à l'implantation d'un programme de distribution de bouteilles d'eau à sa population. Sur l'île de Montréal, il y a 6 stations d'eau potable, Pierrefonds, Pointe-Claire, Dorval, La Chine et les 2 plus importantes, celles de Charles-de-Baillet et Atwater. On retrouve 14 réservoirs d'accumulation qui sont capables d'accumuler jusqu'à 1,5 million de mètres cubes par jour. Lorsqu'on conçoit que la consommation d'eau de Montréal elle est de près de 2 millions de mètres cubes jour, ça laisse une réserve utile d'environ 16 heures en cas de problème d'approvisionnement en eau. Lors du mémoire qu'on avait déposé il y a de ça près d'1 an, en fait, les principaux aspects qu'on a fait ressortir, c'est à savoir que les stations d'eau ne peuvent pas traiter les hydrocarbures. On l'a vu dans l'incident à Longueuil, on l'a vu aussi le long de la rivière Chaudière par les mesures préventives qui ont été prises. Que les réserves d'eau des villes, c'est de l'ordre de 12 à 16 heures, donc c'est pas très, très long. Que dans le cas d'un déversement d'hydrocarbures, le recours à une prise d'eau alternative est primordial pour assurer la distribution de l'eau et d'une eau de qualité à ses concitoyens. Que dans la région métropolitaine, il y a seulement 3 stations qui disposent d'une telle prise d'eau alternative. Elles sont toutes situées sur la rive sud. Elles pourraient prendre l'eau du canal de la voie maritime en cas de contamination au fleuve. On pourrait penser que l'eau du canal aurait, d'une certaine façon, pourrait être préservée. Que pour toutes les autres, en fait, en cas de déversement important d'hydrocarbures, il n'y aura pas de plan B réaliste pour la majorité des stations du Grand Montréal. Aujourd'hui, en fait, on présente notre nouvelle étude, le personnel enseignant, qui a découlé un peu des incidents qui ont eu lieu cet été en Saskatchewan lors du déversement d'un oléoduc dans la rivière Saskatchewan-Nord. Cet événement-là nous a incité à poursuivre nos recherches sur 3 aspects, en fait, un sur la flottabilité du bitume dilué, parce que c'est ce genre de pétrole qui a été déversé dans la rivière là-bas. On va voir aussi dans cette étude-là aujourd'hui l'impact qu'a eu le déversement en Saskatchewan. Puis on va insister aussi sur le tracé très à risque
non seulement sur tout le long du fleuve, mais aussi sur le long de la rivière des Outaouais. Les caractéristiques du bitume dilué diffèrent des caractéristiques du pétrole lourd ou du pétrole conventionnel. L'Académie des sciences des États-Unis a émis plusieurs mises en garde à cet égard-là, à savoir que le produit a une densité plus élevée, il y a une adhérence accrue, qu'il est plus difficile à récupérer, qu'il se disperse dans la colonne d'eau et qu'il sédimente de façon accrue dans le fond d'un cours d'eau en cas de déversement. On a juste à se rappeler que le bitume dilué, il l'est avec du solvant à hauteur d'environ 30% pour être en mesure de le pomper et que la pression dans ce cas-là doit être encore supérieure à celle du pétrole conventionnel. Pour être en mesure de déplacer du bitume dilué, on doit mettre des pressions de l'ordre de 800 PSI et même plus. Ici, on voit deux études de flottabilité qui ont été effectuées récemment sur du bitume dilué. Et on va voir que ça pose un risque additionnel pour les prises d'eau, ce type de pétrole-là. Il y a eu des essais en laboratoire qui ont été faits par Environnement Canada et Pêche et Océan Canada, dans lequel ils ont brassé, si on veut, du dilbit à hauteur d'un volume de 10%, donc 10% de bitume dilué dans 90% d'eau de mer, dans ce cas-là, l'eau salée. Ils ont rajouté un peu de matière en suspension. Ce qu'on voit sur la photo, c'est de la terre de diatomée qui a été rajoutée. Ils ont brassé les cylindres. Sur celui-là de gauche, qu'est-ce qu'on voit? C'est du bitume frais qui est donc brassé et dans lequel on laisse déposer 24 heures. Sur le cylindre de droite, c'est le dilbit qui a été brassé, qui est aussi en repos depuis 24 heures, mais cette fois-là, un dilbit qui a été vieilli pendant 4 jours. Qu'est-ce qu'on aperçoit? C'est que dans les deux cas, il y a une portion importante de dilbit qui reste en suspension, même après 24 heures de décantation, et qu'une bonne partie aussi se dépose au fond du cylindre gradué. D'autres études aussi ont été faites, des études pilotes à plus grande échelle. À droite de la photo, c'est un bassin pilote qui a reproduit en pilote le déversement de dilbit dans de l'eau douce, cette fois-là, dans un canal en forme de U comme celui-là, qui fonctionne en continu avec l'aide de pompes. Et donc, ils ont introduit une partie de dilbit dans de l'eau, ils l'ont fait circuler le long du canal, et puis ils ont observé ce qui s'est passé, et on va le voir sur d'autres diapositives, mais en gros, il y a 15% du dilbit qui s'est retrouvé dispersé dans la colonne d'eau. Ici, on aperçoit le résultat de l'étude pilote en laboratoire sur le comportement du bitume dilué dans un échantillon d'eau. Pour une première A d'une heure de décantation, 3 heures, c'est 24 heures de décantation et des 7 jours. Concentrons-nous sur la période de 7 jours de décantation. Donc, du bitume frais, dans le premier cas, a été brassé dans de l'eau dans cet essai-là, c'est avec du coalin. Ils ont rajouté un petit peu de matière en suspension, question de créer un environnement semblable à ce qu'on peut retrouver, dans ce cas-là, c'est dans l'océan, parce que l'eau est salée. Mais l'étude démontre qu'en fait, en eau douce, la situation serait encore plus problématique, à savoir que la densité de l'eau douce, elle est même plus proche de celle du dilbit. Donc, l'étude mentionne qu'en eau douce, ça serait pire s'il y a quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on remarque encore une fois, c'est que le dilbit, une bonne partie reste en suspension dans la colonne d'eau, même après une semaine de décantation. Donc, pour nous, traiteurs d'eau, ça nous amène à conclure qu'il y a un risque sérieux de contamination permanente, et non seulement permanente, mais même si on prélève à une certaine profondeur dans la colonne d'eau, qu'on serait aux prises avec une situation où du bitume dilué serait admis dans la station d'eau. Ici, c'est l'étude pilote en canot qu'on aperçoit les résultats après de haut en bas. Au début, après que le mélange de dilbit a été introduit dans l'eau, un jour en continu de courant d'eau et puis 4 jours en continu de courant d'eau. Ce qu'on remarque, c'est de plus en plus, avec le temps, le dilbit occupe de plus en plus d'espace et se dilate, si on veut, en surface dans la colonne d'eau. À la fin de cette période-là, l'étude relève le fait qu'ils ont retrouvé plus de 15%
de dilbit s'est retrouvé sur les parois à une profondeur de plus de 10 cm de profondeur. Donc, il y a vraiment eu une quantité de dilbit qui s'est dispersée dans la colonne d'eau. Ici, on est en présence d'eau douce, dans laquelle il n'y a pas eu d'ajout de matière en suspension. On sait que les matières en suspension dans l'eau, la turbidité va accentuer ce problème-là parce que ça va venir alourdir les gouttelettes de dilbit, ça va favoriser davantage sa dispersion dans la colonne d'eau. Ici, on est revenu sur une étude de cas, en fait, du déversement dans la rivière Kalamazoo en 2010, là aussi de bitume dilué qui avait été très difficile à récupérer. Ce qu'on voit sur cette première photo-là, en fait, c'est les équipes d'intervention qui sont sur place. On est au 4e jour de l'intervention, il fait très beau, on est au mois de juillet. Tous les efforts sont déployés. L'accès est facile, on le voit bien, il y a des routes à proximité. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est malgré l'installation de nombreuses estacades, de nombreux boudins absorbants, le dilbit se fait un chemin malgré tout à travers tous ces obstacles-là. Sur notre droite, on voit l'arrivée du ruisseau Talmadji. En fait, dans le cas du déversement dans la rivière Kalamazoo, le déversement a lieu à 3,2 km de la rivière qu'on aperçoit à gauche et que malgré ça, le dilbit s'est rendu jusqu'à la rivière et même au 4e jour, on observe encore de la difficulté à le maîtriser. Ici, on est encore au 4e jour de l'intervention, mais à 10 km en aval, plus loin. Et qu'est-ce qu'on aperçoit? Évidemment, sur la rivière, on aperçoit une estacade et on observe bien, on voit bien que l'irisation, le pétrole qui flotte sur le dessus, ben, il traverse en fait assez facilement l'estacade. Évidemment, le débit est assez important, ça nuit dans ce cas-là aux interventions de récupération, mais on pourrait s'attendre que sur l'Outaouais, dans une rivière encore d'ampleur beaucoup plus considérable, la situation ne serait pas mieux. Puis ici, une dernière photo, on est là à 20 km en aval. On est au barrage Ceresco sur la rivière Kalamazoo. Il y a des équipes de travail qui sont déployées en haut sur l'image avec encore là des boudins qui essaient d'absorber, de retenir un petit peu de bitume. Mais on observe très très bien que le bitume continue son chemin, traverse évidemment dans la colonne d'eau à cause du barrage qui occasionne un mélange de tout ça. Dans notre étude, on s'est beaucoup penché sur les événements qui sont survenus en Saskatchewan en juillet 2016. Donc, il y a eu le déversement de 225 000 litres de pétrole qui a eu lieu là-bas. Ici, on aperçoit le lieu du déversement là, sur la rive sud de la rivière Saskatchewan-Nord avec le début de l'excavation pour essayer de rejoindre l'endroit où est la fissure. À votre droite, c'est un pont près de North Battleford, à 120 km en aval. Donc, au deuxième jour du déversement, déjà le pétrole s'était rendu, avait déjà atteint North Battleford. Ils ont dû fermer leur prise d'eau à cette date-là du 22 juillet. 10 jours après les événements, ils ont finalement arrivé à l'endroit où a lieu la fissure. En fait, la fissure a été causée par un déplacement de sol. Il y a eu des pluies abondantes dans les jours précédents et ça a amené un déplacement de sol qui a occasionné un plissage on voit les deux conduites ici, mais la conduite qui a fui, c'est la conduite de 16 pouces de bitume dilué, partie supérieure. Et puis, il y a eu un plissage de conduite, puis en bas à droite, on voit un peu ce que ça a occasionné. On voit la fissure que ça a opéré sur l'oléoduc de 16 pouces, qui a amené finalement le déversement d'huile dans la rivière. Cette fissure-là est quand même à 300 mètres du cours d'eau, mais via un chemin préférentiel, une partie d'environ, ils ont évalué à 101 000 litres la quantité qui a réellement rejoint le cours d'eau, du 225 000 litres qui a été déversé, qui a été évalué comme déversement par la firme Husky Energy. Donc, le déversement a eu lieu près de Maidstone. La première ville touchée a été North Battleford, de 14 000 habitants, qui a fermé sa prise d'eau le 22 juillet.
Un peu plus tard, 4 jours plus tard, le 25 juillet, c'est la ville de Prince-Albert qui fermait sa prise d'eau. Eux, ils approvisionnent 35 000 habitants. Et un peu plus loin, encore à 500 km, c'est la prise d'eau de Melfort qui, eux, approvisionne 10 000 habitants en eau potable. Donc, très rapidement, en fait, en l'espace de 4 jours, la vitesse de propagation a été de l'ordre de 4 km/h. Donc, en l'espace de 4 jours, ces prises d'eau-là ont dû être fermées le long de la rivière. Dans les premiers jours du déversement, la firme Husky Energy a évidemment débuté une campagne d'échantillonnage. Et ce qu'on aperçoit ici, c'est les cas de dépassement de critères pour la vie aquatique qu'ont dévoilé Husky Energy au 7 août, soit à peu près de 2 semaines après le déversement dans la rivière. Donc, on aperçoit qu'il y a eu des dépassements jusqu'à Prince-Albert dans la division 5. D'ailleurs, à Prince-Albert, l'irisation, le pétrole qui flottait était visible sur le dessus de la rivière. Sur les 1400 analyses qui ont été réalisées par Husky Energy, il y en a 37 qui ont eu des dépassements pour le toluen, 8 pour des déplacements pour le pyrène. Et ils ont aussi eu seulement deux échantillons de dépassement au niveau des critères de la qualité de l'eau potable pour le benzène et 5 pour le benzaopyrène. Plus tard, à partir du 4 août, donc au jour 14, le gouvernement, par son agence de l'eau, a elle aussi débuté sa propre campagne d'échantillonnage et elle a remis un rapport dans lequel on peut constater qu'il y a eu 278 analyses qui ont été réalisées du 4 août au 27 septembre. Eux aussi, l'agence a confirmé la pollution sur la rivière jusqu'à une hauteur en aval de 500 km au point Highway 6. Donc, ils ont repéré là des dépassements au niveau aquatique et de l'eau potable aussi pour le toluen 16 fois, le pyrène 5 reprises, le fluorantène à 3 reprises et le benzoapyrène à 2 reprises. Donc, jusqu'à 500 km en aval. C'est sûr que les dépassements ne sont pas excessivement élevés, mais il faut se rappeler à savoir qu'on est au 14e jour après le déversement. Donc, les analyses faites par le gouvernement ont débuté seulement le 4 août. Mais malgré tout ça, ils ont confirmé la contamination de l'eau jusqu'à 500 km en aval. Ici, on est à North Battleford, à 120 km, donc c'est la première ville qui a été touchée. Donc, sur la photo en bas à gauche, c'est les personnes en train d'installer les équipements pour la protection de la prise d'eau, donc des estacades avec des boudins pour tenter de tenir à distance les contaminants. Sur la droite, c'est la principale mesure qui a été mise de l'avant là-bas, c'est à savoir, aller installer une conduite d'eau traitée depuis la ville voisine qui, elle, prélevait de l'eau par voie souterraine, donc qui n'a pas été affectée. Et donc, ils ont fait les démarches pour être en mesure d'installer une conduite de surface pour relier en eau traitée le réservoir d'eau traitée de la station F. Her Holiday de la municipalité de North Battleford. Une fois la conduite installée, ils ont aussi eu recours au creusage de 4 nouveaux puits à North Battleford. En fait, North Battleford a 2 stations d'eau. La station Holiday, qui prenait l'eau de surface, qui a dû fermer pendant 55 jours, et le plan 1, qui approvisionnait à peu près pour 30% la municipalité en eau à partir d'eau souterraine. Donc, en fait, d'être en mesure de mieux pallier la situation, surtout pour les mois d'hiver, ils ont creusé 4 nouveaux puits à la station 1. Ils ont également, pendant l'automne, installé 2 unités de pré-traitement de l'eau à la station F. Her Holiday, des unités de pré-filtration de l'eau, une à milieu argileux, suivie d'une à milieu charbon actif en grains. Donc, pour être en mesure, en cas de ressoulèvement au printemps particulièrement ou après une forte pluie, on sait que le pétrole, il y a à peu près 44 000 litres de pétrole qui serait toujours dans la rivière, que ce pétrole-là pourrait être ressoulevé à nouveau. Donc, par mesure de sécurité, la ville de North Battleford a décidé de procéder à l'installation de ces 2 unités de pré-traitement. À Prince-Albert, à 380 km, ils ont procédé à la fermeture de leur prise d'eau le 25 juillet. Évidemment, il y a eu des mesures de restriction d'eau qui ont été implantées, interdiction des laveries, des lave-autos. Les personnes aussi avaient des interdictions d'arrosage. Quelqu'un pouvait recevoir une amende de 1 400 $ en cas de contravention.
Dans un premier temps, afin d'étendre leur période de grâce, si on veut, parce qu'ils avaient à peu près pour 24 heures de réserve, ils ont eu l'autorisation d'aller puiser un bassin de rétention d'eau de pluie qu'ils ont amené à l'usine et qu'ils ont traité. Ça leur a permis de se donner une marge de manœuvre de 4 jours additionnels. Pendant ce temps-là, ils ont procédé à l'installation de 2 conduites d'eau brute de surface, une de 6 km et une autre de 30 km, la plus importante, pour aller relier l'eau de la rivière Saskatchewan Sud jusqu'à leur station d'eau à Prince Albert. Donc ici, on aperçoit les équipes municipales sur l'installation de la première conduite à la rivière Spruce, qui est aussi appelée la Little Red River. Donc, ils ont installé un barrage de retenue d'eau pour se donner une plus grande réserve, si on veut, d'eau. Ils sont allés au déversoir en amont, au barrage en amont, pour augmenter le barrage pour avoir plus d'eau. Et ils ont procédé à l'installation d'une première conduite de 6 km. Ensuite, ils ont procédé à l'installation de la conduite principale. Dans ce cas-là, ils ont eu besoin de 30 groupes moteurs-pompes, comme ceux qu'on voit ici en train d'être déchargés de la remorque. Ils ont procédé à l'installation de ces groupes-là, un à tous les kilomètres, pour être en mesure de pressuriser jusqu'à la station d'eau l'eau brute de la rivière Saskatchewan Sud, jusqu'à leur station. On voit ici le long de la conduite qui est sur le long des chemins. Donc, on aperçoit un camion, un groupe moteur-pompe de 400 HP qui a été installé là, à l'entrée de la ville de Prince-Albert. Ici, on aperçoit à Prince-Albert les employés municipaux en train de procéder à la protection de la conduite. Donc, ils doivent installer des caniveaux, en fait, pour permettre aux personnes d'entrer et de sortir de leurs entrées de cours. Évidemment, comme un peu on le signale, ils ont été chanceux que cela leur arrive l'été, parce qu'en plein hiver, le procéder à l'installation de conduite de surface comme ça aurait été impossible. À Prince-Albert aussi, il devait absolument alimenter le milieu rural. Donc, il y avait plusieurs centaines de personnes qui dépendaient de l'eau de la municipalité de Prince-Albert pour leurs besoins. Donc, on a eu, pour la réserve indienne de Moscodé, on a eu recours à de la livraison par camion pour alimenter la réserve indienne. Et il y a eu plus de 1000 personnes en milieu rural qui ont dû avoir recours à l'installation de réservoirs temporaires pour subvenir à leurs besoins. Un aspect important du déversement qui a eu lieu en Saskatchewan, c'est au niveau de la contamination dans la colonne d'eau. À l'aide des analyses qui ont été transmises par l'agence gouvernementale, on était en mesure de démontrer que, en fait, la contamination elle est plus importante dans la colonne d'eau qu'à la surface, à 5 cm sous la surface. Donc, pendant cette période-là, du 4 août au 27 septembre 2016, on a analysé la teneur en toluène dans la colonne d'eau. Il y a eu, sur 10 sites différents, l'agence a prélevé à différentes profondeurs des échantillons. 201 ont été prélevés à une profondeur de 5 cm et 53 autres ont été prélevés à une profondeur de entre 30 à 400 cm. Lorsqu'on regarde les quantités de toluène qui sont répertoriées à différentes profondeurs, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'en fait, il y a plus de toluène dans la colonne d'eau que légèrement sous la surface. La valeur, si on parle des valeurs moyennes, donc à la surface, à 5 cm, on a à peu près 0,52 microgrammes litre, tandis que dans la colonne d'eau, on retrouve une concentration légèrement supérieure qui est à 0,77 microgrammes par litre. D'une deuxième façon aussi, on peut confirmer qu'il y a eu bel et bien contamination de toute la colonne d'eau à Prince-Albert lorsqu'il y a eu le déversement de bitume dilué. C'est parce que le gouvernement a procédé à l'échantillonnage de dispositifs de détection d'huile submergée dans la colonne d'eau. Donc, ils ont installé plusieurs de ces dispositifs-là à plusieurs endroits sur la rivière, à différentes profondeurs. Et puis, on peut observer, comme on va le voir sur la prochaine diapositive, qu'il y a réellement eu contamination dans toute l'étendue de la colonne d'eau. Donc, les adsorbants sont installés pour une période de 24 heures
à différentes profondeurs. Ce qu'on aperçoit ici, c'est un transept de rivière. Celui-là, on se trouve au kilomètre 21, Highway 21, au kilomètre, pardon, au kilomètre 10, ou 18 km en aval. Donc, ça s'appelle le site Highway 21. On est le 2 août, soit 2 semaines après le début du déversement. On aperçoit A, B, C, D, E, F. En fait, c'est dans la rivière, c'est parce qu'ils ont, en fait, ils ont installé 7 fois 6, ils ont installé 42 absorbants à différentes profondeurs. Et là, on voit tout le transept du cours d'eau. Et ce qu'on aperçoit, c'est qu'il y a beaucoup de pollution sur le côté gauche. En fait, c'est sur le côté gauche parce que la contamination a aussi eu lieu sur le côté sud de la rivière. Donc, on voit que les absorbants ont été pollués de façon ils évaluent ça d'une façon visuelle, de l'ordre de 5 à 10 %, mais on voit bien que c'est distribué dans toute la colonne d'eau. Et à partir de plus au centre de la colonne d'eau, puis sur l'autre rive, ben, les absorbants n'ont pas dénoté de pollution. Plus loin, en aval, à 75 km, au Peyton Ferry, toujours à la même journée, le 2 août, là, qu'est-ce qu'on observe? C'est évidemment la pollution elle est plus diffuse. On observe que du 1%, ils observent moins de choses marquées. Mais évidemment, on est plus loin en aval. Mais qu'est-ce qu'on veut faire sortir? C'est à savoir qu'il y a eu vraiment... Là, on voit que la pollution est assez répandue sur tout le transept du cours d'eau. Donc, le bitume dilué a vraiment migré de part et d'autre de la colonne d'eau. Donc, ils ont procédé à des échantillons comme ça jusqu'au 19 août. Un autre aspect important qu'on veut faire ressortir par notre étude, c'est le tracé à risque de l'oléoduc en Ontario. On l'oublie parce qu'il n'est pas un territoire québécois, mais il pourrait causer beaucoup de problèmes là aussi. Le tracé de l'oléoduc, en fait, il arrive dans le bassin versant de la rivière des Outaouais à North Bay en Ontario, à peu près 400-500 km de Montréal. Mais on remarque avec la carte qu'on vous présente ici, c'est qu'il suit de très près, sur une longue distance, d'au-delà de 175 km, si on parle de Mattawa, qui est l'embouchure de la rivière Mattawa dans la rivière des Outaouais, ça a lieu à Mattawa, la première flèche en haut à gauche, jaune. Et là, il suit la rivière des Outaouais de très près, moins de 5 km, sur une distance de 175 km. Par la suite, il s'en distance un peu, s'en rapproche, et il passe en banlieue d'Ottawa, où là, il va croiser le canal Rideau, avant de rejoindre le Cornwall au fleuve. Donc, on veut soulever deux aspects ici, à savoir, un, il y a des risques pour les prises d'eau de Gatineau en cas de déversement dans la rivière des Outaouais, en aval d'Ottawa, mais que vu les circonstances qu'on a observées en Saskatchewan cet été où la pollution s'est retrouvée jusqu'à 500 km plus loin, on peut penser qu'il n'y a pas qu'une seule traverse à haut risque sur l'Outaouais pour la région métropolitaine, mais plusieurs, des centaines en fait. Il y a plus de 300 cours d'eau qui se jettent dans la rivière des Outaouais qui pourraient être contaminés par un déversement là, en amont d'Ottawa. On a au Québec 8 stations qui puisent leur eau de la rivière Outaouais avant d'arriver dans la région métropolitaine. Un deuxième aspect aussi qu'on veut faire souligner, c'est évidemment la construction du nouveau oléoduc, parce que sur la première portion en rouge, Énergie Est prévoit utiliser le vieux gazoduc qui a été construit en 1976 pour faire transiter le bitume dilué et de procéder à la construction d'une nouvelle conduite là, à partir à peu près de Morrisburg, le Cornwall, et qui de là va commencer à suivre le fleuve à partir de cette région-là. Là aussi, dans la région de Cornwall, il est très près du fleuve Saint-Laurent. Il pourrait, dans ce cas-là, si un déversement pourrait impacter la prise d'eau de Salaberry de Valleyfield et d'autres plus loin aussi en aval. Ici, c'est la carte des incidents de pipelines fédéraux au Canada de 2008 à 2016. Donc, c'est les pipelines qui sont sous juridiction fédérale. Donc, c'est ceux qui traversent soit d'une province à l'autre ou d'un pays à l'autre. Qu'est-ce qu'on veut souligner ici? C'est un peu, on voit en fait le futur gazoduc, le futur Énergie Est, en fait, ce serait le gazoduc. On le voit, les fuites qui ont eu cours au cours des 8 dernières années, le long de la conduite. Donc, on peut penser que s'il y a eu des fuites de gaz, évidemment, ça n'a pas d'impact pour les prises d'eau, mais que des fuites de pétrole, ceux-là, par contre, vont impacter les prises d'eau. À Cornwall, on se rappellera, il y a eu une fuite de 857 millions de litres en 2016, donc un incendie majeur sur la conduite
d'énergie de TransCanada. Heureusement que c'était que du gaz naturel. Le groupe Savaria Expert Conseil a procédé dans la région d'Ottawa à une simulation d'un déversement dans la rivière Mississippi. On aperçoit ici sur le graphique côté gauche le lieu où pourrait avoir lieu un déversement et que dans ce cas-là, sur la rivière Mississippi, on parle d'environ 12 heures à débit moyen pour que le bitume, le pétrole, se rende jusqu'à la rivière des Outaouais. Dans un cas de déversement à cet endroit-là, ça exigerait environ une soixantaine d'heures avant que les premières prises d'eau sur la rivière des Outaouais soient affectées. Suite au déversement dans la rivière Saskatchewan l'été dernier, le gouvernement a procédé à une modélisation de la quantité de teneur résiduelle dans la colonne d'eau en milligrammes par litre. On s'est basé sur cette approche-là pour nous-mêmes en faire une sur la rivière des Outaouais. Donc, on a fait un scénario, on en a fait 3. En fait, le premier, c'est selon les volumes présentés par TransCanada Pipeline, d'un déversement d'un corps P, du cas pire possible de 3600 mètres cubes. Nous, on s'est plutôt basé comme cas pire de volume de déversement de l'ordre de 10 000 mètres cubes par jour. C'est quand même pas des volumes très irréalistes. Savaria Expert Conseil les évalue plutôt à 20 000 mètres cubes, les quantités probables d'un déversement majeur. Mais disons que pour 10 000 mètres cubes, si on se concentre sur le scénario numéro 3, d'un débit moyen de la rivière des Outaouais à 2 000 mètres cubes à la seconde, d'un déversement de 10 000 mètres cubes de pétrole à proximité du cours d'eau, avec un taux de récupération au site de 20%, ça nous laisse 8 000 mètres cubes dans la rivière. Si la moitié se disperse dans la colonne d'eau et que l'autre se dépose, ça nous laisse un volume de 4 000 mètres cubes qui va se diluer, se disperser dans la rivière. Si on lui permet une dilution d'1 jour, d'une semaine et de 30 jours à débit constant, à dilution constante, on se retrouve avec des concentrations de l'ordre de 22,91 mg par litre après une journée de dilution, 3,27 après une semaine, puis 0,77 après un mois. 0,77, c'est quand même 770 microgrammes par litre. Quand on sait que quelques microgrammes par litre, particulièrement en BTEX, en benzène, toluène, xylène et éthylbenzène, peuvent suffire à communiquer à l'eau des mauvais goûts et odeurs, il y a lieu de s'inquiéter. Évidemment, la hantise des opérateurs de centrales d'eau, c'est les hydrocarbures dans l'eau brute. Dans ce cas-là, on se doit de fermer la prise d'eau par mesure préventive et d'avoir recours à nos réserves. En cas de mesure d'urgence, un scénario, en cas de déversement majeur, on se verrait dans l'obligation, dans un premier temps, de fermer la prise d'eau. À l'épuisement des réserves, qui on le sait ne sont pas très élevées, on parle de 12 à 16 heures, on aurait finalement 2 options. La première, c'est de remettre en marche la production et de distribuer une eau légèrement contaminée. Cela se fera sur un couvert d'avis de non-consommation. Donc ça, c'est dans le meilleur des cas où la pollution résiduelle, elle est très faible. Mais dans un cas où la pollution résiduelle est encore importante, il y aura lieu de se demander s'il ne faudrait pas tout simplement arrêter la distribution pour protéger la station et le réseau de distribution. Évidemment, on va choisir le moindre mal entre les deux options, mais de toute façon, dans les deux cas, les conséquences seront dramatiques. En conclusion, à la station, en cas de déversement majeur, on va être aux prises devant une multitude d'impondérables. Quels seront les composés en présence? Quelles seront les teneurs résiduelles? La saison de l'année, même au niveau de la température de l'eau, ça peut affecter l'efficacité de la chaîne de traitement. Donc, on va être vraiment dans une situation où il va être difficile, possiblement, de prendre une décision rapidement. En fait, quelles seront les teneurs en hydrocarbures sur lesquelles nous baserons notre décision de rouvrir ou non la prise d'eau? Quelle teneur en benzène sommes-nous prêts à accepter, en toluène? Si les hydrocarbures C10, C50 sont à 1000 microgrammes litres, est-ce qu'on rouvre nos prises d'eau? Quelles seront les conséquences de cette décision-là? Qui va en assumer la responsabilité? Donc, je vous pose la question, je me la pose aussi. Et je vous laisse là-dessus, en vous remerciant d'avoir pris le temps de m'écouter.